Bonjour Lilian Ceballos. Donc vous êtes pharmacologue, biologiste et chercheur. Vous enseignez l'aromathérapie, l'apithérapie, la gémothérapie. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, pour rester simple, disons que j'ai fait des études de pharmacie et ensuite que j'ai travaillé en pharmacologie au laboratoire à la fac de pharmacie et au CNRS. Et puis par la suite, j'ai quitté le domaine de la recherche institutionnelle en fait et j'ai beaucoup collaboré avec des associations environnementales, les apiculteurs en particulier par rapport aux problèmes des pesticides ou les problèmes d'OGM aussi sur lesquels j'ai rédigé plusieurs livres pour Nature et Progrès ou voilà pour des associations environnementales. Et puis je me suis réorienté vers, si vous voulez, le domaine thérapeutique, donc puisque à la base j'ai des études de pharmacologie, donc, et évidemment, en ce qui concerne les composés naturels, hein, les substances naturelles, donc, si vous voulez, phytothérapie, gémothérapie, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc vous venez d'écrire un livre qui s'intitule Hildegarde et l'épôtre, qui va paraître prochainement, début mars, aux éditions IH. Alors j'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi l'épôtre? Alors, bon, juste pour le dire brièvement, parmi mes amis et parmi mes réseaux, je connais pas mal de paysans boulangers, dont déjà j'avais un intérêt, si vous voulez, pour ce qu'on appelle les céréales anciennes, qui est un mauvais terme évidemment, parce qu'elles sont encore aujourd'hui présentes, mais enfin, les premières formes, si vous voulez, de céréales. Hein. Donc déjà, ça c'était un contexte qui me sensibilisait à l'importance, si vous voulez, des gluten de céréales, par exemple, sur la qualité nutritive ou sanitaire aussi des céréales, en fait. Et puis, bon, vous n'ignorez sûrement pas que donc Hildegard de Bingen, qui était une des premières personnes à vraiment parler de naturopathie, insistait beaucoup sur l'importance de la diététique, et en particulier au niveau des céréales. Elle soulignait la valeur à ses yeux exceptionnelle du grand épeautre. Hein. Donc, évidemment, ça se situait au XIIe siècle. Et depuis, le grand épeautre a subi des modifications liées aux pratiques humaines, hybridation, etc. Donc, il me paraissait intéressant, si vous voulez, de faire le point aujourd'hui sur, d'une part, quels sont les types de grands épeautres qui sont disponibles aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont semblables ou pas aux variétés que connaissait Hildegarde? Quelles sont les conséquences des éventuelles dissemblances sur les affirmations d'Hildegarde, hein, et donc de réexaminer, si vous voulez, un peu à la lumière des connaissances modernes sur la panification, le gluten, les protéines de gluten, etc., réenvisager les affirmations de qualité nutritionnelle de l'épeautre que faisait Hildegarde et voir si elle reste encore aujourd'hui d'actualité ou si, au contraire, à cause des hybridations et des modifications provoquées par l'homme, on doit abandonner ces affirmations de qualité, si vous voulez, de l'épeautre supérieure par rapport au blé. Alors justement, quelle est cette différence entre le blé et l'épeautre? Alors, on parle bien du grand épeautre, parce qu'il existe plusieurs... voilà. Donc, le grand épeautre n'a rien à voir avec le petit épeautre, je le dis dès le départ. Le petit épeautre est une des premières céréales qui apparaît spontanément, et c'est une céréale vêtue qui, comme son nom le dit, a une petite taille, hein, petit épeautre, alors que le grand épeautre est une espèce qui est assez voisine au niveau génétique. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais au niveau génétique, c'est une espèce assez voisine du blé tendre, en fait, donc une espèce qu'on dit hexaploïde, et qui a conservé un caractère vêtu. Les grains sont vêtus par des glumes qui restent adhérentes sur le grain, ce qui n'est pas le cas du blé. Le glu, c'est bien l'enveloppe. C'est ça, c'est des enveloppes exactement que vous voyez dans un épi de blé. Hein, quand vous observez un épi de blé, il y a deux glumes comme ça qui entourent le grain de blé pour le protéger. Dans toutes les céréales modernes, le caractère vêtu a été perdu par la domestication de l'homme. C'est-à-dire que le blé moderne est un blé nu, un grain nu, qui n'a pas cette protection.
Exactement. Alors que la grande épeautre, lui, qui pourtant génétiquement est proche du blé, a conservé d'une part ses enveloppes. Autre distinction très importante, c'est une céréale à paille longue, comme son nom le dit, grande épeautre, donc paille longue, avec donc des grains vêtus, un rachis fragile, c'est-à-dire que les grains tombent spontanément, ça c'est un caractère ancestral. Le rachis, c'est la tige? C'est ce qui, si vous voulez, c'est la tige centrale de l'épi, ce qui tient les grains. Voilà, ce qui tient les grains. Alors que dans le blé, évidemment, les grains ne tombent pas au sol, puisque le blé a été sélectionné pour conserver tous les grains sur l'épi. Autre distinction également au niveau agronomique, le grand épeautre est une céréale qui est très peu exigeante en termes de fertilisation, qui s'adapte à des sols pauvres et des climats rudes, et qui par contre a une légère sensibilité à la verse. La verse, c'est une maladie qui touche les céréales, vous savez, qui ont tendance à se coucher au moment de la moisson, et évidemment, ça provoque des difficultés de moisson, etc. Donc vous voyez deux espèces, le grand épeautre et le blé, qui sont morphologiquement et agronomiquement très distinctes, qui ont des exigences différentes et des caractéristiques différentes. Ok. Et vous avez parlé donc du grand épeautre, du petit épeautre. Est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de balayage comme ça du paysage des différents épeautres? Alors, disons que d'épeautre au sens strict, si vous voulez, donc on a d'abord deux espèces différentes. Le petit épeautre est une espèce en fait vraiment qui est une des premières à apparaître parmi les céréales, qui apparaît spontanément dans les champs de Syrie, du croissant fertile, et qui est une céréale qui est adaptée à des climats plutôt chauds, puisque c'est l'origine là des céréales. Et puis, au fur et à mesure que on va obtenir d'abord des blés qui se complexifient, qui deviennent nus avec ce qu'on appelle les amidonniers, qui sont des blés un peu plus évolués déjà et domestiqués par l'homme, les blés durs qui vont servir à faire les semoules, les pâtes, etc. Et puis on arrive au blé qu'on appelle hexaploïde, où on va retrouver le grand épeautre et le blé tendre. Alors donc en clair, si je reviens à votre question par rapport à l'épeautre, si on ne tient pas compte des différences d'espèces, on a le petit épeautre qui est une céréale primitive en fait et qui n'a rien à voir avec le grand épeautre. Et puis, dans le grand épeautre, on a aujourd'hui l'existence de grands épeautres hybridés ou non hybridés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Hildegarde, évidemment, les pratiques agronomiques ont beaucoup changé. Et pour faire court, au 19e siècle et au 20e siècle, au début du 20e siècle, le grand épeautre a été volontairement hybridé avec du blé tendre avec lequel il peut se croiser par les agronomes belges, allemands, suisses, pour obtenir tout simplement un meilleur rendement en termes de production de grains pour le grand épeautre. Donc ces hybridations ont été sciemment faites et volontairement faites pour augmenter le rendement en grains. Donc la question se pose aujourd'hui, il existe donc incontestablement des variétés de grand épeautre hybridées, on les connaît, c'est celles qui ont été hybridées en 1900, et puis dans les endroits où le grand épeautre était cultivé seul, pas en proximité avec le blé tendre, évidemment, il ne s'est pas croisé. Donc, il persiste l'existence de graines, de variétés, si vous voulez, non hybridées, qui donc se rapprochent beaucoup plus de ce que Hildegarde a connu. Et par exemple, il y a 4 variétés qui sont hildegardiennes, considérées par Dr Strello, Herzkamp préalablement comme des variétés hildegardiennes, donc proches, non hybridées, pour le dire simplement. Et le Moulin des Moines, justement, conserve une de ces variétés, Oberkulmer, qui a été analysée dans le livre donc, que nous sortons, en fait, qui a été analysé en comparaison avec une variété d'épeautres, de grand épeautre hybridé, le Zollenspelz. Et l'objectif, évidemment, de cette analyse comparative, c'était, dans un premier temps, de déterminer déjà est-ce qu'il existe des différences nutritionnelles entre grand épeautre hybridé et non hybridé. Et donc, sans trahir le contenu du livre, la réponse est oui, puisque les analyses que nous faisons montrent des différences non seulement en termes
nutritionnels sur les proportions de lipides, de sucres assimilables, de fibres insolubles, etc. Il existe des différences. Et également en termes de protéines, de gluten, hein, qui servent, vous savez, à conférer ce caractère panifiable de levée de la pâte, en fait, aux variétés de céréales panifiables. Hein. Et pour le dire simplement, la sélection, le croisement, pardon, l'hybridation qui a été faite en 1900 par là entre des blés et des grands épeautres non hybridés a donné des hybrides qui ont subi aussi des modifications des protéines de gluten dans le sens de gluten plus tenace et donc potentiellement moins digestible. Et du coup, est-ce que vous nous parlez, là, vous pouvez nous parler justement des bienfaits de ce grand épeautre non hybridé avec cette qualité de gluten qu'a le grand épeautre non hybridé? Voilà, si vous voulez. Alors, pour résumer, si vous voulez, les différences que l'on retrouve entre grand épeautre hybridé et non hybridé, puisque, comme je vous dis, nous avons fait des analyses pour, dans un premier temps, déterminer s'il y avait ou pas de différence. C'est la première question qui se pose, évidemment. Donc, pour ne parler que des différences, justement, que des facteurs qui sont différents entre les deux variétés. Alors, nous avons des différences qui sont assez nettes en termes de, d'abord, l'humidité. Nous avons moins d'humidité relative dans les variétés non hybridées et plus de taux de cendre, donc de minéraux. En clair, comme le disait d'ailleurs Hildegard, l'épeautre, le grand épeautre, apporte plus de minéraux qu'une variété hybridée aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'est déjà une richesse minérale qui est incontestablement plus élevée dans le grand épeautre non hybridé. Autre facteur, je reste sur les facteurs nutritionnels très différents quand on étudie la composition glucidique des farines. En fait, eh bien, le grand épeautre non hybridé a un taux de glucides assimilables inférieur et en même temps un taux de fibres insolubles supérieur, ce qui veut dire en clair qu'en termes de conséquences sur la glycémie, par exemple, le grand épeautre est bien plus favorable, si vous voulez, que non hybridé est plus favorable qu'un grand épeautre hybridé. On a également des distinctions sur le taux de lipides, en fait, hein, qui est beaucoup plus riche dans l'épeautre hybridé, là, que dans l'épeautre non hybridé. Donc là aussi, si on se fie à l'ANSES, la majorité de la population française est déjà en excès d'apport lipidique, sans rentrer dans la qualité des lipides. Je parle en quantité là, de lipides, si vous voulez. On est au-dessus de la fourchette recommandée, nutritionnelle recommandée, donc pas d'intérêt à avoir un plus gros apport de lipides. Et puis une distinction qui est très significative entre épeautre hybridé et non hybridé, c'est sur le taux d'acide phytique, en fait. Alors bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'acide phytique, disons, est un composé qui est présent dans les graines, dans toutes les graines, et pas que dans les céréales, et qui est ce qu'on appelle un facteur antinutritionnel, c'est-à-dire que cette molécule a la particularité de fixer et de bloquer tous les minéraux qui sont présents dans la graine, en fait. Et normalement, au moment de la germination, cet acide phytique est dégradé au moment de la germination et libère donc tous les minéraux au moment de la germination, au moment où la plantule va avoir besoin de ces minéraux. Ça, c'est ce qui se passe dans la germination. Eh bien, quand on mesure ces taux d'acide phytique, donc qui ont un facteur déminéralisant, ils bloquent au niveau digestif de la même manière l'assimilation des minéraux, puisque ces minéraux sont bloqués, sont chélatés sur l'acide phytique. Eh bien, quand on regarde la comparaison entre épeautres hybridés et non hybridés, en fait, on a 60%, un taux supérieur de 60% d'acide phytique dans l'épeautre hybridé, ce qui, nutritionnellement parlant, évidemment, est excessivement désavantageux. D'accord. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de sensibilité au gluten, de personnes qui ne digèrent pas de gluten, qui font des allergies au gluten, qui font des maladies liées au gluten. Est-ce que finalement, le grand épeautre non hybridé peut être une réponse face à ces intolérances? Oui, oui. Alors, je me permets de faire un petit aparté, introductif à votre question.
Les gluten, donc, sont des protéines qui sont présentes dans les céréales et qui sont nécessaires pour faire lever la pâte, pour le dire simplement. Donc, quand on s'intéresse à ces protéines, on observe que depuis 100 ans à peu près, il y a eu une sélection humaine volontaire pour augmenter la taille de ces gluten et leur résistance, leur ténacité. La raison en est simple, c'est que dès 1900-1930, l'objectif fondamental est de mécaniser la boulangerie. Donc, que le pétrissage puisse être effectué par des machines et non plus par les mains délicates d'un boulanger expert. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un risque de déchirement de la pâte. Et donc, les agronomes, pour des critères qu'ils appellent valeurs agronomiques et technologiques, sélectionnent volontairement des variétés de blé qui ont des gluten, des protéines plus tenaces et qui vont donner donc un réseau glutinique beaucoup plus résistant au déchirement de la pâte. Donc ça, c'est une évolution sur les 100 dernières années d'ordre industriel qui est indéniable, tout le monde est d'accord avec ça. Et il y a une valeur, ce qu'on appelle la valeur boulangère, un facteur W, qui permet de mesurer la ténacité de ces gluten. C'est un chiffre absolu, c'est-à-dire qui n'a pas d'unité. Plus le chiffre est grand, plus les gluten sont tenaces. Et pour vous donner un ordre d'idée de l'évolution, dans les années 50-60, des variétés de l'ordre qui avaient une valeur boulangère de l'ordre de 100 étaient couramment utilisées en boulangerie, y compris industrielle. Et aujourd'hui, on estime qu'une variété, l'INRA estime qu'une variété qui a un W inférieur à 200 n'est pas panifiable. Donc, vous voyez, il y a une tendance généralisée à l'augmentation de la taille des gluten pour des raisons, je souligne, pour des raisons industrielles et technologiques, sans jamais poser la question, est-ce que l'augmentation de la taille des protéines de gluten aura ou pas des conséquences sur la digestibilité du pain et potentiellement des conséquences sanitaires plus d'ordre, si vous voulez, pathologique. Ok, d'accord. Est-ce que donc aujourd'hui c'est finalement une bonne réponse ce grand épeautre non hybridé Alors voilà, pardon, oui, je vous avais expliqué le contexte, je n'avais pas directement répondu à votre question. Alors, les protéines de gluten du grand épeautre et du blé tendre ne sont pas les mêmes, hein, puisque pour comparer avec le blé tendre, hein, et là, je vais me focaliser sur le grand épeautre non hybridé dont parle Hildegarde. On va laisser de côté l'épeautre hybridé dont on a vu qu'il était beaucoup plus proche du blé. Si je compare terme à terme, si vous voulez, un grand épeautre non hybridé et un blé, on a des différences. Alors, je ne rentre pas dans les détails, c'est expliqué dans le livre, mais il y a plusieurs types de protéines de gluten, si vous voulez. En tout cas, il y a des différences très claires entre les protéines de gluten du blé tendre et les protéines de gluten du grand épeautre. Donc, premier point, il existe des différences qualitatives en termes de protéines. Hein, la forme des protéines, la taille des protéines n'est pas la même. Autre facteur tout à fait important aussi, c'est que j'ai essayé de faire une distinction, si vous voulez, selon les mécanismes pathologiques des différents types de maladies provoquées par les gluten. Donc, on a schématiquement des pathologies allergiques, des pathologies auto-immunes et des pathologies qui ne sont ni l'un ni l'autre. Hein. Des pathologies inflammatoires, finalement. Exactement. Et donc, il est clair, si vous voulez, là aussi, si on se focalise sur les facteurs déclenchant les protéines qui déclenchent l'allergie, par exemple, dans le cas des allergies au blé, c'est des molécules qu'on connaît bien, une oméga-5 gliadine, par exemple, qui est exclusivement présente dans le blé et pas présente dans le grand épeautre. Donc déjà, sur les allergies au blé, ce qu'on appelle l'allergie à l'effort, l'allergie induite par l'effort, les vraies allergies au blé, l'asthme du boulanger, etc., les vrais processus allergiques, eh bien, très souvent, les facteurs déclenchants, la protéine déclenchante n'est pas présente dans le grand épeautre. Donc, évidemment, le grand épeautre sera beaucoup mieux toléré par ces patients-là allergiques. Hein. Au niveau des pathologies auto-immunes, dont là, c'est la maladie cœliaque, typiquement, hein, là, c'est un autre type de protéine auquel réagit
les cellules immunitaires de notre intestin qui provoquent les atteintes de la maladie cœliaque et l'attaque de l'inflammation intestinale. Donc là, c'est une autre protéine qui est présente à la fois dans le grand épeautre non hybridé et le blé. Donc, à la base, la matière première de la farine n'est pas différente, mais là va pouvoir jouer justement l'agent fermentaire. Et quel est le type d'agent fermentaire qui est utilisé? On pourra en parler ultérieurement. Un levain étant beaucoup plus efficace, si vous voulez, pour la digestion des protéines allergisantes que une levure. Et puis enfin, la dernier type de pathologie, ce qu'on appelle les sensibilités non cœliaques au gluten, hein. C'est toutes ces pathologies, vous savez, que la médecine moderne a du mal à classer, puisque certains patients s'entendent dire que c'est psychologique, ou parfois, au contraire, c'est rangé dans les MICI, les fameuses MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, hein. Puisque 30%, enfin, ça c'est une étude américaine, si vous voulez, des gastro-entérologues américains, ont démontré que parmi leurs patientèles qui consultaient pour des problèmes d'inflammation chronique de l'intestin, 30% étaient en fait sensibles non cœliaques au gluten. Donc ça montre bien que, peut-être pas pour tout le monde, mais il existe bien un lien, hein, entre ces sensibilités au gluten, donc fondamentalement la taille des protéines de gluten, etc., et des atteintes intestinales qui sont actuellement classées sous l'appellation générique de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ok. Eh bien, je vous remercie, Lilian. Je pense que on a fait un premier tour d'explication autour de ce grand épeautre non hybridé. Avez-vous quelque chose ou une remarque à rajouter pour clôturer cette interview? Tout à fait, tout à fait. Je voudrais, si vous voulez, en quelque part synthétiser les résultats et les conclusions du livre, puisque c'est un travail qui a été à la fois un travail d'évaluation bibliographique d'abord de ces différences entre grand épeautre, hybridé, non hybridé, qui ensuite fournit des données, des analyses effectuées par nous-mêmes, hein. Et donc, je voudrais synthétiser, si vous voulez, un peu le message finalement qui se dégage du livre, si vous me permettez. Et vous pourrez constater, ceux qui liront le livre, que le livre apporte tous les arguments pour substancier les affirmations que je fais ici. Donc, pour en revenir à la supériorité du grand épeautre dont parlait Hildegarde, hein, je voudrais dire brièvement, d'abord, on l'a vu aujourd'hui, il existe des variétés hybridées ou non hybridées de grand épeautre. Nous avons démontré des différences de profil biochimique entre épeautre non hybridé et hybridé. Donc, premier point, les affirmations d'Hildegarde ne se réfèrent spécifiquement qu'aux variétés non hybridées. Donc, il est fondamental de s'assurer de consommer une variété non hybridée. Les variétés hybridées se rapprochent beaucoup plus, sans rentrer dans les détails, des profils du blé tendre, hein. Donc, on ne peut pas considérer que les variétés hybridées apportent les mêmes avantages nutritionnels que les variétés non hybridées, hein, Donc, par rapport à ce que ça veut dire bien regarder sur les étiquettes au dos des sachets de farine et demander au boulanger quelle farine. Exactement. D'accord. Exactement. S'assurer l'origine non hybridée de la variété. Alors, soit vous connaissez votre petit boulanger qui est à côté de chez vous, c'est un paysan boulanger par exemple qui peut vous dire, ben oui, les graines, je les achète à tel endroit en Alsace, au Moulin des Moines, et puis elles sont vraiment certifiées. Ou bien alors, eh bien, se référer à un système d'homologation qui existe. L'Institut Hildegardien, par exemple, valide, si vous voulez, l'origine non hybridée des variétés Oberklumer qu'utilise justement le Moulin des Moines. Donc, nous avons vérifié ça scientifiquement et les différences sont bien nettes. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point qui me paraît tout à fait fondamental aussi, je l'ai évoqué, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est l'influence de l'agent fermentaire sur la qualité du pain. Évidemment, sur la qualité du pain fini, la matière première, la farine, joue un rôle, mais je l'ai évoqué, l'agent fermentaire, levure ou levain,
va avoir un rôle aussi, tout aussi fondamental. Hein, sans rentrer dans les détails, les levures utilisées en boulangerie sont des levures qui, en général, sont des levures industrielles, donc des clones, hein, vraiment une souche de levure, vous n'en avez pas 15, vous n'avez pas de diversité, etc. Alors qu'un levain qui est produit naturellement, vous le savez, avec de l'eau et de la farine, et qui donc va favoriser la croissance des flores indigènes qui sont présentes dans la farine, flores de levure, certes, mais aussi de bactéries lactiques. Donc un levain contient des organismes différents, des bactéries et des levures, et sans rentrer dans les détails encore une fois, ceux qui liront le livre auront les réponses, les modifications nutritionnelles effectuées par un levain sont bien plus favorables en termes de santé, hein, que les modifications effectuées par une levure. Pour les citer, une fermentation au levain suffisamment longue, de l'ordre de 5-6 heures, dégrade totalement le réseau glutinique, dégrade l'acide phytique dont j'ai parlé, ce facteur antinutritionnel qui bloque les minéraux. Et donc, il est évident qu'un pain au levain, en fait, a une bien meilleure tolérance digestive, si vous voulez, qu'un pain fait à la levure. Et pourquoi je le souligne? Parce qu'il faut bien être clair. Vous pouvez avoir un pain bio fait avec de la levure. C'est pas parce qu'un pain est bio qu'il est fait avec du levain. Donc, assurez-vous. On demande au boulanger quel type de ferment il a utilisé. Bien sûr, on peut très gentiment demander à un boulanger par rapport à un souci personnel d'ordre santé, on peut très bien lui demander quel est l'agent fermentaire qu'il utilisait. Est-ce que vous utilisez plutôt de la... Et puis d'ailleurs, même si vous dites j'utilise de la levure, on peut aller au-delà sans vouloir le convertir, mais engager le débat sur les données sont fournies dans le livre, encore une fois, vous voyez, mon cher ami boulanger, vous voyez bien qu'une fermentation au levain a des conséquences nutritionnelles bien plus favorables qu'une fermentation à la levure. Encore une fois, je pense qu'il est important d'échanger d'échanger ces informations, justement. C'est pour ça que je souligne le rôle des levains, si vous voulez, parce que dans le monde moderne, on parle beaucoup de gluten modifié ou pas modifié, de la taille des protéines, etc. Ce qui est un vrai problème, bien sûr, mais personne ne vous parle de l'agent fermentaire. Alors que franchement, et je ne veux pas être méchant, mais beaucoup des pains bio faits dans les circuits, je ne citerai pas de nom, mais vous me comprenez, disons assez répartis sur toute la France, hein, eh bien très souvent sont faits sur les lieux mêmes de vente avec de la levure et non pas avec du levain. Parce qu'un levain, vous le savez sûrement, ça demande la veille de lancer un levain, de les nourrir régulièrement en rajoutant de la farine, etc., etc. Comme tout ce qui est complexe et diversifié, eh bien évidemment, l'évolution d'un levain est moins facile à suivre et à contrôler surtout qu'une simple levure où vous avez un clone, une seule variété, une seule souche de levure, où finalement vous êtes sûr que 2 heures après vous avez tel résultat, etc. Donc voilà, je voulais insister aussi vraiment sur les agents fermentaires qui sont fondamentaux. Donc un bon pain au grand épaule non hybridé avec du levain. Idéalement fait avec du levain, exactement. Okay. Et puis pardon, vous me permettez, parce que vous savez que Hildegarde ne parlait pas non plus que de pain à l'épeautre, il y a toutes les autres formes d'épeautre, évidemment, qui ne sont pas fermentées. Hein, donc les différentes formes de farine, etc., etc. Et bien là, évidemment, l'agent fermentaire ne joue pas puisqu'il n'est pas présent, mais là, les analyses du livre le montrent. Je veux dire, là aussi, il faut que les consommateurs s'assurent qu'ils ont accès à de véritables variétés hildegardiennes, donc qui n'ont pas été hybridées avec des blés et donc qui n'ont pas été rapprochés de ces blés par des croisements. D'accord. Donc, si vous voulez, un peu pour moi, ce qui ressort du livre, si vous voulez, qui a été, encore une fois, puisqu'il y a des analyses, il y a des études bibliographiques et un commentaire, si vous voulez, synthétique, en fait, voilà, pour moi, si vous voulez, en quelque sorte, les enseignements principaux de ce livre. Ok, eh bien, je vous remercie, Lilian Ceballos. Je mets toutes les informations dans la barre d'infos suite à la vidéo et n'hésitez pas à aller sur le site Édition IH pour pouvoir vous procurer ce merveilleux livre sur Hildegarde et l'épeautre. Et si vous me permettez un dernier mot, oui. Si vous me permettez un dernier mot, j'ai évoqué les analyses que nous avons faites
que nous avons fait pour le livre, en fait. Hein. Les variétés ont été fournies par le Moulin des Moines, hein, qui est une minoterie, en fait, située en Alsace, qui depuis 40 ans a conservé des variétés anciennes. Et ce que je veux souligner, c'est qu'ils ont financé ces études, alors même qu'au moment où ils les finançaient, ils ne savaient pas si on trouverait des différences ou pas entre épeautres hybridés ou non hybridés. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de jouer le jeu d'une vraie recherche scientifique qui éventuellement pouvait aboutir à la conclusion que non, il n'y avait aucune différence. Et auquel cas, vous me comprenez, ils auraient investi les sommes des analyses pour rien. Donc, c'est assez rare d'avoir des gens tout simplement honnêtes intellectuellement, je pense, dans ce monde moderne, et je le dis sincèrement, j'assume ce que je dis, c'est assez rare d'avoir des gens qui ont cette honnêteté de base, si vous voulez, intellectuelle, pour le souligner. Donc voilà, je voudrais rendre hommage sur cette bonne foi du Moulin des Moines. Il nous a permis justement d'avoir ces analyses et de pouvoir aller au-delà des suppositions, des simples analyses bibliographiques où j'aurais dit « Ah ben oui, tel auteur a trouvé des différences ou pas ». Là, on a fait des analyses comparatives et donc ça nous permet d'être plus affirmatif. Ça me permet, en tant qu'auteur, si vous voulez, d'être beaucoup plus affirmatif. Et donc, à ce titre, je voudrais remercier le fait que le Moulin des Moines a vraiment joué le jeu. Super. Eh bien, on mettra également leur lien dans la barre d'infos. Tout à fait. Merci beaucoup, Lilian. Merci pour votre interview. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.